Au Café du Commerce. Donc, je suis Carole Bossès de la CCI du territoire de Belfort et j'animerai ce Café du Commerce de ce mois. Donc, il est consacré donc, aux cybermenaces, à la cybersécurité. Et je serai accompagnée par Thierry, notre expert invité qui viendra vous apporter donc, ses conseils. Thierry est notre spécialiste certifié cybersécurité à la CCI du territoire de Belfort. Thierry, je te laisse te présenter. Alors tout de suite des grands mots. Bonjour à tous. Alors donc Thierry, à la CCI, je fais partie du pôle numérique. Et parmi les actions que nous menons, donc des actions liées à la cybersécurité, ça c'est quelque chose qui est pour nous important. Et dans ce cadre-là, effectivement, j'ai suivi une formation et je suis certifié ISO 27001. Donc cette norme porte sur le management de la sécurité d'information, dont fait partie entre autres la cybersécurité. Voilà, en quelques mots de présentation, Carole. D'accord. Donc, merci. Ce webinaire, comme à son habitude, s'inscrit dans notre dossier du mois, laboutique.fr. Et donc, ce mois-ci, il est consacré à la sécurisation des commerces. Donc, vous y retrouverez donc ce webinaire ainsi que tout un tas d'informations liées à la sécurisation des commerces. Alors, Thierry, je te laisse passer à la slide suivante. Bien sûr. Merci. Alors, pourquoi ce webinaire? En fait, au départ, c'est venu d'un constat tout simple. Je sortais d'un rendez-vous avec un commerçant sur lequel je l'avais alerté sur la cybersécurité et il m'a dit cette phrase suivante: mais Carole, pourquoi j'aurais besoin de m'en préoccuper? Je suis tellement petit, je n'intéresse pas les hackers. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Thierry, tu vas pouvoir déjà commencer à nous répondre. Alors, répondre ou laisser peut-être chaque personne y songer aux réponses, Bonjour, Thierry. répondre à sa manière. Bonjour. Alors, un Thierry qui arrive, c'est pas moi. Oui, la réponse, oui, le commerce, mon commerce ne risque rien, je suis trop petit, je n'intéresse pas les hackers. Alors, peut-être des réponses vraies, c'est possible que je n'intéresse pas les hackers. Mais donc ça va être quand même vraiment nos propos aujourd'hui, à dire même mon commerce, mon entreprise, trop petit, je n'intéresse pas les hackers ou je ne suis pas concerné, mon commerce ne risque rien. Bon, à mon avis, c'est effectivement plutôt faux. Et nos propos dans cette matinée vont être à ce niveau-là. Donc être conscient d'un risque qui existe. Et puis, si ce risque ne peut pas être supprimé, voir comment, par des bonnes pratiques, en minimiser les effets. Voilà. Très bien. Donc, effectivement, nous, ce qu'on va voir pendant ce webinaire, c'est, si tu veux bien... Juste, voilà, c'est vous expliquer qu'effectivement, les entreprises sont les premières victimes des cyber-risques. Bien avant les autres cibles, ce sont les entreprises qui sont les premières victimes. Donc, ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est pourquoi les TPE et PME sont les premières concernées. Quels sont les types de cybermenaces auxquelles elles doivent faire face? Et en face de cybermenaces, on mettra en place des bonnes pratiques pour minimiser ce risque, de manière à ce que vous soyez le plus protégé possible. On verra également quoi faire en cas d'attaque. Et en tout dernier, et c'est là, je pense, où vous en tirerez beaucoup de choses, c'est on vous donnera on va dire des conseils et on vous permettra d'aller plus loin en testant votre entreprise et en allant chercher des informations un petit peu plus poussées. Donc Thierry, je te laisse dérouler aujourd'hui. Donc voilà, vraiment vous sensibiliser à la notion de cyber-risque et vous montrer les bons réflexes à avoir. Je te laisse dérouler la slide suivante.
Oui, c'est ça. Donc, on va continuer hein, en suivant ce déroulé-là. Bah, quelles sont les menaces, effectivement? Comment en minimiser les effets par des bonnes pratiques? Quelle attitude à avoir en cas d'attaque? C'est ce que tu nous as présenté à l'instant, là. Et Donc, tu me oui, je dis t'en prie. si je me trompe, mais on associe souvent les cybermenaces et les cyberattaques aux grandes entreprises. Dans ce qu'on entend dans les médias, euh, on a souvent tendance à se dire que c'est plutôt les grandes entreprises qui sont touchées. Oui, bah, c'était le sens un peu de la question qu'on a posée tout à l'heure. C'est vrai que les échos que l'on a ou qui font la une des médias portent sur des grands groupes, des grandes entreprises, euh, des associations. Mais il faut vraiment avoir à l'esprit que vraiment toute entreprise, bon, même tout le monde est concerné par ce risque. Euh, alors, bon, je pense que ça répond à ta question, là, Carole. Et puis, ce risque, bah, il est de quel type et pourquoi est-ce que ces pirates attaquent des entreprises, quelles qu'elles soient? Alors, premier point, pourquoi les entreprises sont concernées? Et on voit quand même hein, ce pourcentage qu'on a mis ici, en gros, 60% donc des victimes d'attaques sont des entreprises petites et moyennes. Enfin, qu'est-ce que cherchent les pirates? C'est deux points principaux, hein. Ce sont bah, des données, on parle de tout ce qui est data, un nouvel, alors or noir, je ne sais pas de quelle couleur il est, mais l'objectif souvent du piratage, c'est de récupérer des informations, collecter des informations qui peuvent être réutilisées, ou bien on le verra dans un instant par les types d'attaques, c'est aussi chercher à vous escroquer de l'argent. Alors, est-ce que aussi euh, en fait, c'est du hacker à la petite semaine, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est aussi parce que les petites entreprises sont moins sécurisées, tu penses? Alors, de toute façon, quand tu dis hacker à la petite semaine, il faut vraiment être conscient que bah, ces risques, ils sont faits à grande échelle et n'importe qui peut, de ce fait, être concerné par une attaque, hein, quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors ensuite, les risques d'aboutissement d'une attaque peuvent être plus importants pour des petites structures. C'est le sens de ta remarque là, Carole, en disant que dans une petite structure, on aura peut-être mis en place bah, moins de moyens techniques ou humains pour se protéger. Mais oui, tout le monde est concerné, on va le voir, quelle que soit notre taille. Bon, Mm. les risques peuvent être tout aussi dommageables, hein. Alors, je rappelle que vous pouvez poser des questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez nous faire part de votre expérience ou tout simplement, comme vous pouvez le voir sur votre Teams, vous avez la possibilité de lever la main pour poser une question. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à nous faire part de vos retours d'expérience, par exemple, ou à poser une question à notre invité. Donc, voilà, donc la remarque que tu faisais effectivement quant à la taille des entreprises, il faut vraiment être sensibilisé au risque. On a aussi un contexte, ben, je vais dire, géopolitique actuel avec ce conflit en Ukraine. On nous reparle à nouveau hein, de risques cyber et d'attaques. Mais bon, ce risque fait peut-être que d'augmenter, avec aussi, dans ces dernières années, l'avènement de tout ce qui est travail à distance, télétravail, qui a certainement aussi augmenté les risques et les attaques. Mais guerre ou pas guerre, et télétravail ou pas télétravail, faut vraiment avoir à l'esprit, je pense que ce seront vraiment nos propos, que ce risque existe et il faut faire en sorte de s'en prémunir et d'en limiter les effets.
Et donc, quand on subit une cyberattaque, quelles sont les conséquences en fait alors on pense à des choses assez simples, hein, comme du vol de données, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'est-ce qu'il y a comme conséquences évidentes d'une cyberattaque? Alors bah, les conséquences, oui, c'est ce qu'on a dit, hein, le vol de données. Il y a aussi, alors j'ai parcouru rapidement des préinscriptions. Les personnes présentes ou pas sont dans différents secteurs d'activité, mais on imagine bien que un dysfonctionnement au niveau de votre environnement informatique, dans le cadre de e-commerce, mais dans tous les cadres autres aussi, peut provoquer bah, des risques, des dommages au niveau de l'interruption de l'activité. Et ça, c'est directement chiffrable, hein, donc du vol de données, une interruption d'activité. Dans tous les domaines aussi, bah, ces cyberattaques peuvent porter atteinte à votre... donc on parle de e-réputation, si quelqu'un veut des détails, vous faites signe. Mais c'est vrai que bon, cette réputation vis-à-vis de vos clients peut être entachée. Alors, d'autres conséquences, bon, on parle de défaçage de site, c'est-à-dire qu'une attaque, elle peut se traduire par un détournement en fait de votre site. Et plutôt que d'arriver sur votre site de vente classique, bon, on va tomber sur une page qui va faire la promotion d'un tas d'autres sujets. Bon, ça, c'est, je dirais, peut-être les principales conséquences. Alors, je ne sais pas s'il y a des remarques sur ça, mais il faut avoir aussi à l'esprit, il y a donc une slide d'un collègue qui est peut-être parmi nous, que je salue au passage. Donc, tout un tas de coûts cachés. Alors, on ne se rend pas forcément compte de ça ensuite. Et c'est vrai que l'image de l'iceberg est assez parlante. Donc, la partie émergée, bah, c'est des coûts dont on a parlé, hein, à l'instant. En cas d'attaque, donc il va falloir aussi réagir. Donc on va avoir des coûts de résolution technique. Mais il y a aussi tout un tas, donc une partie immergée, tout un tas d'effets cachés. Alors, par exemple, si vous avez été victime d'attaque, si vous avez une assurance, bah, ça peut correspondre à des modifications de primes d'assurance. Euh, donc, on a parlé des impacts, perturbations donc sur vos activités qui peuvent être à plus ou moins long terme. Au niveau de la réputation, e-réputation, une perte de confiance donc, accordée par vos clients. Donc c'est une partie immergée parce que c'est bien évidemment beaucoup plus difficile à mesurer et à estimer. Et puis en cas d'attaque, bah, vous pouvez perdre des éléments liés à vos connaissances, perte de propriété intellectuelle, une dépréciation de votre marque, de vos produits. Donc, Oui, voilà, donc parfois, ça peut être aussi des choses très pratico-pratiques, hein. On vous vole la recette de votre produit le plus iconique, si on est dans les métiers de bouche. Voilà, il peut y avoir quand même beaucoup de conséquences. J'ai une question sur le chat, Thierry. Oui. Donc, j'ai Renaud qui nous demande, j'ai un client dont le titre de son site internet a été optimisé. Il a donc acquis plus de visibilité et du coup, il reçoit via sa fiche de contact un tas de propositions qui n'a rien à voir avec son site, des mails qui proviennent du Bangladesh. Que peut-il faire? Vous pouvez configurer. Alors, donc c'est de la messagerie, c'est ça? Je vois pas le texte. Ouais. Ça arrive par des mails qui viennent, enfin, de la fiche de contact. Oui, donc bon, ça, c'est des choses qu'on peut paramétrer au niveau de la gestion du site. Alors, via éventuellement le prestataire qui gère le site de cette personne, hein, on peut filtrer des provenances de mails, alors par provenance géographique. Enfin, il y a tout un tas d'outils qui permettraient de limiter l'intérêt donc des contacts qui arrivent à notre interlocuteur. C'est ça l'objectif? Oui, c'est ça, ouais. Je dirais solution technique à voir avec le prestataire qui gère le site de cette personne. D'accord, ben oui, il confirme bien que ça arrive via sa fiche de contact, hein.
Ouais. Donc là, d'autres choses éventuellement? Pas d'autres questions pour l'instant. C'était la partie, voilà, donc les remarques, en quoi ça, enfin tout ce qui est attaque, en quoi on est concerné. Alors peut-être ensuite, pour passer à un autre point, donc on a parlé de menaces, hein, principaux risques ou principales menaces. Et on a parlé à l'instant de contact, de mail, donc un risque d'attaque souvent lié, donc on parle d'hameçonnage, phishing. Donc, je pense que toutes les personnes qui nous suivent ont certainement déjà reçu des mails, faux mails, qui alors vous incitent à, cliquant sur des liens, communiquer tout un tas d'informations pour X raisons. Donc ça, c'est vraiment la principale source de problèmes d'arnaque, hein, via la messagerie. Donc l'idée ici dans l'hameçonnage, c'est inciter avec un faux message, un faux SMS aussi, hein, on a le même, je n'ai pas parlé des différents supports, inciter donc l'utilisateur à communiquer des informations. Alors au niveau de ces mails, il faut vraiment être vigilant. Alors, on disait il y a quelque temps, hein, que ces mails contenaient plein de fautes d'orthographe, de choses comme ça. C'est vraiment pas vrai. C'est par votre vigilance, hein, votre attention, que vous allez pouvoir détecter comme ça l'arrivée de mails sans fondement. Et donc sur lesquels il ne faudra pas ni cliquer ou ni télécharger d'informations. Actions qui sont souvent à ce moment-là donc à la cause de soucis suivants. Donc, Ça, c'est ce qui est. L'hameçonnage, c'est le plus courant, ça? C'est la principale cause, oui, de source de problèmes, hein. On reçoit des faux mails de tout un tas de provenances, administration, organismes. C'est vraiment par notre vigilance qu'on peut, en s'étonnant de recevoir un mail de telle administration ou sur tel sujet, voilà, y regarder à deux fois et ne pas cliquer sur des liens ou des pièces jointes. À ce sujet, par exemple, moi je vous donne l'exemple de ce que nous avons reçu comme alerte au niveau de la Chambre de commerce. Donc, on a été informé la semaine dernière d'une fraude aux fournisseurs auprès d'une entreprise du territoire de Belfort. Donc, il avait reçu de son fournisseur, d'accès, pensait-il, une demande justement pour réinitialiser ses données bancaires. Donc, le message lui a paru suffisamment louche pour qu'il ait le doute et qu'il informe la gendarmerie de ce qu'il avait reçu. Mais voilà, c'est une entreprise, c'est un commerçant. Et ce sont des choses qui arrivent visiblement très souvent. Tu me confirmes, Thierry? Oui. Ah oui. Alors, juste avec un petit bémol dans l'approche, hein, parfois, donc on parle, oui, de fraude ou fournisseur. Bon, l'idée, c'est par un mail, vous faire passer, oui, par un nouveau fournisseur, et puis faire en sorte que vous modifiez les coordonnées postales bancaires, surtout de ce fournisseur, de sorte que des factures que vous payez ultérieurement n'arrivent pas chez ce fournisseur, mais à un autre endroit, un fraude au fournisseur. C'est plus vos fournisseurs en tant qu'entreprise, que le fournisseur d'accès dont tu parlais, Carole. Ah, pardon, d'accord. oui. Non, mais c'est juste pour modifier ça. Avec l'autre variante, autre arnaque aussi un petit peu du même type, on dit arnaque au président. Bon, là, c'est quelqu'un par un moyen ou un autre, se fait passer par une personne importante dans l'entreprise et se fait communiquer des informations, par exemple des mots de passe ou des droits dont on parlera ensuite. Donc tout ça, c'est lié, hein, c'est le même type de menace, hein, lié à tout ce qui est hameçonnage. Alors, j'ai une remarque sur le chat qui me dit qu'il faudrait que les informaticiens soient mieux formés par rapport aux cyber-risques. Ah, ouais, non, là,
Il y a tout un tas des formations où là je ne vois pas trop comment répondre à cette remarque. Mais bon, on parlera, il y a tout un tas d'outils, il y a quand même des choses qui se développent, alors formées dans les formations des informaticiens. Il y a des outils au niveau des services de l'État avec des liens qu'on vous communiquera là sur l'ANSSI, par exemple, où vous avez des informations sur les risques, des outils pour solutionner des problèmes. Enfin, voilà. Bien sûr qu'il faut se former, il faut suivre. Oui, puis c'est aussi un peu l'idée, voilà, l'objectif aussi de nos propos ce matin. Voilà. Je ne peux pas trop en parler plus sur la formation des informaticiens, mais je pense que ces outils-là. Oui. Et Thierry nous dit à juste titre dans le chat que la cybersécurité n'est pas qu'une question technique et elle ne concerne pas que les informaticiens. Comme on va le voir juste dans la slide qui suit, c'est une question aussi de bons réflexes et de bonnes pratiques. Ah oui, mais même, donc là même, avant de passer à la suite, dans les propos que j'ai tenus ici en parlant d'hameçonnage, on est d'accord que là, on parlait de nous, de vous, hein. C'est vous qui recevez des mails, c'est vous, utilisateurs, qui devez être attentifs à la provenance de ces mails et à ne pas faire tout et n'importe quoi, hein. Donc, bon, dans ce sens-là, Thierry, que je salue au passage, voilà, a raison. C'est effectivement les risques ne sont pas que liés à des problèmes techniques. Moi, vraiment, mes propos là, c'est dire à chacun d'être vigilant, vraiment attentif, notamment au contenu de ces mails. Mais être attentif, comme vous l'êtes aussi dans vos activités professionnelles, à l'attitude d'autres clients, hein, voilà. Alors, donc, tu me parlais effectivement d'autres menaces aussi pour balayer un peu cette slide, hein, Oui. les rançongiciels. Bon, c'est dans des logiciels qui vont vous réclamer, soutirer de l'argent, souvent après avoir créé des problèmes techniques sur vos environnements informatiques, donc voilà, bloquer l'accès à des ordi, à des environnements, et puis donc réclamer une rançon pour que ce blocage soit levé. Alors là, souvent ces problèmes de blocage arrivent, on parle de l'infection de votre système est provoquée par des clics sur des liens ou le téléchargement de pièces jointes qui ont été faites dans des mails, rançongiciels. Donc, hameçonnage, on va vous demander de saisir des données qui seront réutilisées, rançongiciel, on vous provoque un problème technique et on vous demandera une rançon pour lever ce problème. Après, d'autres choses, on a mis un autre élément, donc l'arnaque au faux support technique. Alors, bon, c'est pas un blocage d'ordinateur, mais pour des messages qui arrivent sur votre ordi ou par SMS, bon, qui vous disent qu'il y a un problème, ça marche plus bien, et il faut là aussi, pour solutionner, donc appeler, faire un numéro de téléphone, et puis pour espérer avoir une solution. Ça ressemble au rançongiciel. Voilà, donc différents types de menaces, mais bon, c'est loin d'être exhaustif, ce sont les premières menaces, principales menaces. Alors, face à ces menaces, du coup, quel bon geste, quel bon réflexe Oui, c'est ça, voilà, dans nos propos, voilà, ces menaces existent, elles nous concernent tous, c'était nos propos précédents, on ne peut pas les ignorer ou dire qu'on ne sera jamais concerné. Donc une solution, une attitude voilà, par rapport à ces menaces, c'est adopter des bonnes pratiques pour limiter les risques par rapport à ces menaces ou limiter l'effet de ces menaces sur votre environnement informatique. Alors après, donc là, on continue sur la partie bonne pratique. Donc, on va vous proposer quelques bonnes pratiques dans un ordre d'importance, voilà, qu'on a jugé nous-mêmes. Vraiment un premier point, vraiment quelque chose d'essentiel,
c'est ce qui vous permet d'accéder à des environnements informatiques, c'est un identifiant, et puis c'est toujours un mot de passe. C'est par ces identifiants mot de passe que vous êtes reconnu, identifié. Il faut vraiment faire en sorte que ces mots de passe soient, alors on dit robustes, c'est-à-dire que ils ne puissent pas être contournés, craqués trop facilement. Donc à ce stade-là, je pense que beaucoup de personnes se disent bon, ça me paraît tout ça peut-être un peu compliqué, mais un mot de passe, hein, un mot de passe, il faut qu'il ait un certain nombre de caractères. Alors, on vous dit de 10 à 14. Je vous montrerai dans un instant un petit tableau assez parlant qui vous montre comment, en ayant un mot de passe relativement long, on peut limiter les risques de se le faire, on va dire, craquer. Donc de 10 à 14 caractères, et puis vraiment donc des combinaisons de caractères, combinaisons majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, des points d'exclamation, des pourcents. Voilà, il faut un bon mot de passe de 10 à 14 caractères, puis qui combine donc ces différents symboles. Il faut faire en sorte que ce mot de passe, qu'on ne puisse pas le retrouver, on dit le reconstituer en imaginant reprendre le lieu de votre lieu géographique, une adresse postale par exemple, ou un nom quelconque de votre environnement, pas on dit des noms de naissance ou des noms d'enfants. Donc faire en sorte que ce mot de passe soit un peu aléatoire, mais qu'on ne puisse pas le reconstituer. Alors, voilà, c'est vraiment les deux premiers points. Je ne sais pas si cette slide amène des remarques. Non, pas pour l'instant, mais je vois effectivement différents pour chaque accès. Et là, alors, moi, ça me concerne directement à durée limitée. Alors, on voit aussi que ça te concerne à l'image de la caméra. Alors, c'est vrai que les deux derniers points, alors, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais voilà, on est ambitieux pour vous dans nos propos. C'est sûr que il y a des situations qu'on pourrait qualifier d'idéales. On peut avoir différents types d'utilisation ou d'accès à des environnements informatiques. L'accès à un site professionnel là, pour des mises à jour, l'accès à des comptes bancaires. On pourrait imaginer effectivement utiliser des mots de passe différents. Et puis durée limitée aussi des mots de passe, il faut régulièrement, alors il y a des préconisations, régulièrement les modifier, les changer. On va dire si déjà votre mot de passe il fait de 10 à 14 caractères avec des combinaisons de majuscules, minuscules et puis qu'il n'est pas trop reconstituable, je pense que ça c'est si vous vous dites à partir de 11 heures j'adopte cette remarque-là, c'est bien. Tant pis si c'est un mot de passe un peu réutilisé et puis si vous ne le changez pas alors c'est 90 jours. À propos de robustesse, là une slide, alors c'est en anglais, mais ça dérangera personne. Donc vous avez ici la longueur éventuelle donc, du mot de passe, hein, de 4 à 18 caractères. Et puis en colonne, de quelle manière ce mot de passe est constitué. Première colonne, uniquement des chiffres, uniquement des lettres en majuscules, en minuscules, lower, pardon, en des combinaisons majuscules, minuscules. La même chose avec des chiffres. Et puis dernière colonne, c'est ce que je vous préconisais, donc un mot de passe avec des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles. Alors, il y a des choses quand même surprenantes, hein. Vous voyez, un mot de passe de 4, 5, 6 caractères, avec les outils dont les pirates disposent, il est instantanément craqué, trouvé. Alors que si vous prenez des mots de passe un petit peu plus longs, donc on préconisait de 10 à 14 caractères, c'est ça. Alors, par exemple, 12 caractères. Donc, vous voyez que si vous utilisez une combinaison de majuscules, minuscules, lettres et chiffres, pour 10 caractères, il faudrait en théorie 5 mois. Pour 12 caractères, 3, alors K years, 3000 ans, 3000 ans pour craquer ce mot de passe. Donc voilà, c'est pour ça que je vous montrais cette slide. Donc 12 caractères, ça vous paraît donc compliqué. Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de réaction dans le chat quand on a dit qu'il fallait faire un mot de passe de ce type-là, avec des majuscules, minuscules, etc. Mais si vous utilisez donc ce type de construction pour un mot de passe, vous avez un mot de passe qualifié de robuste, donc ça serait bien. Voilà, on ne va pas plus loin sur les autres combinaisons,
des personnes qui seraient dans l'environnement informatique très sécurisé pourraient utiliser des mots de passe plus longs. Et on voit alors que voilà, la durée, elle est en milliards d'années. Il y a de quoi faire. Voilà, Thierry ça c'est revient vraiment. également, Thierry dans le chat revient sur la double authentification. Alors, voilà, donc des outils qui se généralisent hein, lorsque vous accédez à différents environnements et donc double authentification, bah, vous le pratiquez peut-être avec, lorsque vous passez des commandes, donc avec une identification, un mot de passe, et puis ensuite une confirmation avec un code, un message, une confirmation obtenue par votre banque. Effectivement, il y a tout un tas de méthodes d'authentification multiples qui permettent de renforcer voilà, le fonctionnement du mot de passe et l'accès à des environnements. Ouais. Alors j'ai une question encore. Que pensez-vous de sauvegarder les mots de passe dans Google et d'accepter les mots de passe suggérés par Google? Un mot de passe, à propos des mots de passe, vous avez des outils qui permettent de conserver hein, des coffres-forts de mots de passe ou des applications qui permettent de gérer des mots de passe. Je ne sais pas si c'est ça. Après, les mots de passe peuvent être sauvegardés, mais en Google ou dans un environnement, dans votre environnement informatique, c'est peut-être ça le sens de la question. Oui, oui, oui. Bon, ben, un mot de passe, il faut vraiment qu'il soit introuvable. Hein, donc, je pense que c'était le fait de mémoriser des mots de passe pour la C'est personne. ça. Oui. Ou d'accepter les mots de passe suggérés par Google. Alors ça, bah, souvent les mots de passe, s'ils répondent un petit peu aux préconisations qu'on vous a données, pourquoi pas. C'est un petit peu sec sur la réponse. Bon, c'est l'aspect stockage-conservation du mot de passe, donc il faudrait se méfier. Ça répond à la question de la personne. Oui. Alors, bon, puis après, il y a des outils effectivement pour stocker des mots de passe, gérer des mots de passe. Je ne sais pas si c'était peut-être à ça que faisait allusion cette personne. Alors, il y a des gestionnaires de mots de passe, ça tu m'en avais parlé, donc comme LogPass par exemple. Oui, bon, après, ça, c'est des outils. Voilà. Bon, ça, c'est pour essayer de solutionner. Le problème, souvent, c'est quand vous commencez à avoir beaucoup de mots de passe. C'était une des remarques hein, qu'on préconisait précédemment. Bon, c'est pas évident de s'en souvenir, de les mémoriser. Donc, un outil éventuel, ce sont ces outils de gestionnaire de mots de passe. Alors, Et bon, voilà, comme, mais c'est comme dit surtout par Thierry, rapport tout à l'heure. effectivement, Ouais, c'était par rapport à. Enfin, quand, dans le message tout à l'heure, stocké sur Google, c'est plutôt le stocker un mot de passe qui me fait réagir. Bon, le mot de passe, on est d'accord, faut pas le noter, faut pas le noter sur un post-it sous le clavier ou se faire un fichier sur le bureau ou ailleurs de l'ordi qui contiendrait ces mots de passe. Le mot de passe, à la limite, n'en mémoriser qu'un, par exemple, pour l'accès à votre messagerie ou utiliser celui-là, mais il ne faut pas qu'on puisse le trouver, il faut pas le noter, on est d'accord hein. et Thierry nous dit sur le chat, le fait de l'enregistrer et de le retaper permet de le mémoriser. Donc oui, bah, effectivement, bien sûr, oui, n'étant pas enregistré, il faut le ressaisir. Hein. Alors après, bon, vous pouvez rechercher, il y a des trucs aussi hein, pour trouver des mots de passe. Ça peut être une phrase, quelque chose voilà, qui nous marque par ailleurs, ou des trucs dans une suite de mots, remplacer certains caractères, les voyelles par un chiffre ou des choses comme ça. Mais voilà, l'idée, c'est construire un mot de passe dont on se souvient, qui n'est pas noté. Ouais. Pour éviter de l'enregistrer par défaut. Ou éviter de l'enregistrer, ouais, au risque qu'il soit effectivement retrouvé. Mais il faut vraiment, donc ça, un mot de passe, bon, peu importe, voilà, c'est vraiment, faut vraiment avoir ça à l'esprit. C'est par cet outil, hein, la combinaison identifiée en mot de passe, que vous êtes identifié dans un environnement. Donc il faut pas qu'on puisse vous le prendre, vous le craquer, quoi. Ça, c'est un point important. D'accord. Donc je Est-ce que propose. vous avez des questions? Vous voulez peut-être intervenir? Non, a priori. Ben, écoute, tu peux Voilà, passer à la slide oui, suivante. bon, voilà, c'était une première, pour nous, une première bonne pratique.
donc liées au mot de passe. Alors, autre bonne pratique, bon, on les suit, il fallait les hiérarchiser, mais c'est pas forcément quelque chose de moins bon. Deuxième chose, deuxième recommandation, deuxième bonne pratique. Donc, au niveau de tout ce qui est utilisation de tout ce qui est messagerie, c'est souvent via vos messageries que vous allez pouvoir échanger des informations. Donc, il faut vraiment que le mot de passe au niveau de l'accès à votre messagerie soit robuste. Hein. Donc, ça rappelle tout ce qu'on a dit précédemment, j'y reviens pas ici. Et puis, vraiment, dans l'utilisation de cette messagerie, il faut absolument être vigilant quant aux mails que vous recevez. Tout ce qui vous paraît suspect, étrange, vraiment, vous n'allez pas plus loin, ne cliquez pas sur des liens, ne cliquez pas, n'ouvrez pas de pièces jointes, qui sont vraiment les principales causes de risques que vous allez encourir. Donc soyez vigilants, soyez méfiants. Bon, très récemment, je sais pas, voilà, on recevait des messages de la gendarmerie, vous receviez des injonctions d'être donc mis au tribunal. Bon, il y a plein de choses. On sait quand même quelles sont les procédures utilisées par les administrations. Donc les choses n'arrivent pas par mail. Donc tout ce qui vous paraît suspect, vous supprimez, vous n'allez pas plus loin. Alors, des petites choses par rapport à... il faut être attentif donc, au niveau aussi d'un mail. Quand vous avez un lien sur un mail, alors bon, il n'y a pas de réaction là-dessus, mais on continue, un lien, quand vous survolez ce lien, c'est-à-dire sans cliquer, hein, en passant avec la souris, on vous affiche souvent, c'est en bas de votre écran, vous avez l'adresse correspondant à ce lien. Donc là, il faut aussi être attentif. Bon, si j'ai dans l'exemple ici, on me parle d'un mail qui arriverait éventuellement de la gendarmerie. Si en survolant le lien qu'un gendarme proposait d'utiliser, je ne retrouve pas une adresse, enfin quelque chose qui paraît officiel, le lien il me dit, je ne sais pas quoi, toto.fr, bon, c'est forcément une arnaque. Après, le corps du mail, donc on l'a rappelé ici, c'est vrai que bon, ben, vous pouvez avoir dans le mail des fautes d'orthographe, des choses comme ça, mais ça, c'est vraiment de moins en moins vrai. Hein. Ces faux mails que l'on reçoit sont vraiment de mieux en mieux faits. Et bon, c'est très facile de copier voilà, un environnement, une charte graphique. Donc soyez vraiment attentifs au contenu de ces mails. Faites attention voilà, aux liens éventuels vers lesquels ils amènent. Et en cas de doute, voilà, n'allez pas plus loin, vous supprimez ces mails. De toute façon, effectivement, je pense que c'est vraiment le bon mot que tu as dit, c'est avoir le doute. En fait, Oui, finalement, c'est du faire appel à son bon sens. ouais. Oui. Avoir le doute de la même façon qu'on aurait le doute par rapport à un client qui va être en face de nous dans la boutique. Ou que, Bien sûr. voilà, Bien où sûr. on va Oui, noter bien que son sûr. Ouais, attitude, ouais, ouais, elle n'est ouais, pas sereine, etc. ouais, Je ouais. pense que vis-à-vis de la messagerie, il faut avoir ce même doute. Oui, oui. Puis pas aller trop vite, hein, parce que souvent, bon, ces mails, c'est bien fait. Voilà, ils font appel à des événements de contexte ou de choses comme ça. Donc, voilà, il faut aussi imaginer que ces mails, ils ne vous sont pas destinés à vous personnellement, c'est envoyé en nombre. Alors un mail de, voilà, je dis n'importe quoi, cher Maxime, ben, peut-être, voilà, manque de chance, vous connaissez un Maxime et il devait vous appeler, vous donner l'information aujourd'hui. Donc n'allez pas trop vite hein, voilà, en cliquant sur ces mails. Ouais, il faut vraiment être attentif, et voilà, ça c'est un point important. Voilà, donc en utilisant des mots de passe, quand vous travaillez dans des environnements informatiques, c'est des mots de passe donc robustes, en étant aussi attentif à l'utilisation de votre messagerie. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite dans la gestion de vos messages. Voilà, ça peut déjà limiter les risques. Pas de, pas de questions, Carole. Pas de questions sur le chat pour l'instant. Tu peux... Voilà, donc alors on va continuer dans ces bonnes pratiques. Alors c'est vrai qu'on parle, hein, le thème
notre matinée, là, c'est la cybersécurité, mais les risques ne sont pas forcément que cyber, que électroniques, hein, au niveau de la gestion de vos environnements informatiques. Donc ce point-là qu'on a rappelé ici, sauvegarde de données, bon, c'est vraiment un point important dès l'instant que vous stockez des données, que vous manipulez des données. Il est très important d'en faire des copies, de les dupliquer, donc d'en faire des sauvegardes. Donc c'est vrai face au risque cyber, parce que en faisant des sauvegardes, nous aurons le moyen de retrouver, restaurer un environnement informatique en cas d'attaque. Mais ces sauvegardes, elles sont dans tous les cas toujours importantes. Donc ce qu'on vous rappelle ici, il faut bien sûr faire des sauvegardes régulières. Et puis penser les données ou les sauvegardes, elles concernent bien sûr vos datas. Les données, ce sont les informations que vous manipulez, mais il faut aussi penser à sauvegarder éventuellement, donc on a dit ici, donc du système ou des paramètres de configuration, si vous utilisez des logiciels de compta, de paie, lorsque vous les avez installés, vous les avez aussi configurés. Donc c'est important que ces environnements, ces caractéristiques de configuration soient aussi sauvegardés, de sorte que, si nécessaire, vous puissiez réinstaller un environnement informatique sans avoir à passer plein de temps à redéfinir donc ces configurations. Voilà, Pourquoi 3 points de sauvegarde? Alors, donc au niveau des sauvegardes, hein, sauvegarder, c'est dupliquer, alors sous, on va dire, différentes formes. Ici, 3 points de sauvegarde. Alors, on peut avoir trois moyens de sauvegarder des données. Alors, ça peut être sur un support, voilà, une clé USB, c'est pas forcément le support idéal, mais donc qui permettrait après, éventuellement en étant chiffré, donc de stocker des informations dans un autre emplacement. Les sauvegardes, un autre point de sauvegarde, c'est quelque chose qui peut être fait. Alors, ça peut être sur un disque externe aussi, qui n'est pas forcément à déplacer, quoique. Et puis, sauvegarder donc, dans des environnements cloud, c'est-à-dire que vous stockez des données sur le net. Donc, l'intérêt de tout ça, dans tous les cas, les sauvegardes, on ne les laisse pas à côté du système que l'on sauvegarde. L'intérêt du cloud, les données sont stockées quelque part sur les serveurs d'un prestataire, et on pourra donc y avoir accès à nouveau en se connectant à ce prestataire à partir d'un autre poste. Voilà, donc 3 points de sauvegarde, ça peut être aussi une situation idéale. Impérativement sauvegarder les données, les dupliquer sur une clé ou un disque externe associé, connecté à vos environnements. Dans le cloud, ou au niveau, dans des environnements réseau aussi, pour avoir des serveurs de stockage qui permettent de faire ces enregistrements. Privilégié, c'était la remarque, voilà, on a mis ça en rouge, 3 points, mais c'est vraiment sauvegarder ces données régulièrement, et puis qu'elles soient stockées ailleurs à côté de vos postes informatiques, de sorte que, en cas de sinistre, par exemple, on puisse les réutiliser. Et donc, Thierry a rappelé que c'est la méthode du 3-2-1, donc 3 supports différents, 2 endroits différents, dont une sauvegarde hors ligne. C'est ce que tu disais. Voilà. Entendu. Eh bien, merci Thierry pour ces précisions. Alors après, astuce, oui, c'est alors sauvegarde, voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel qu'il faut pratiquer. Forcément, ça peut prendre du temps, donc on vous propose ici, hein, on a dit imaginer une routine pour systématiser les sauvegardes. C'est anticiper ou prévoir ou s'astreindre, s'imposer, faire en sorte que les sauvegardes aient lieu à un moment où on est voilà, soit nous-mêmes plus disponibles, soit le système informatique moins occupé, mais prévoir des sauvegardes régulières. On vous donne ici le samedi à la fermeture d'un établissement, mais après la sauvegarde, c'est au niveau de la fréquence aussi, c'est pas forcément un certain nombre de jours, c'est en fonction de l'importance des modifications de données. Si on a fait, on est à la veille de la fin d'un exercice comptable, par exemple, qu'on vient de mettre à jour un tas d'informations, la sauvegarde, il faut qu'elle suive sans attendre la fin de la semaine.
Alors, j'ai une question sur le chat. Comment connaît-on l'hébergeur associé au cloud? Il apparaît où? L'hébergeur, c'est vous qui l'aurez choisi. Bon, tout à l'heure, on parlait de Google, il y a Google Drive, hein, vous pouvez stocker des données. On peut avoir d'autres OneDrive, hein, il y a tout un tas d'autres hébergeurs qui existent, mais c'est vous qui allez choisir l'hébergeur qui vous convient. Donc, je dirais vous le connaîtrez de ce fait. Alors, Comment connaît-on l'hébergeur? Oui. Alors, c'est vous qui choisissez, hein, c'est une prestation d'un prestataire, c'est un peu redondant, mais c'est vous qui aurez choisi parmi les offres d'un fournisseur, voilà, cette prestation de sauvegarde. Il y a tout un tas d'entreprises, hein, qui proposent ces choses-là, si vous le souhaitez. En plus, il y a des solutions qui sont gratuites et des solutions qui sont payantes en termes de prestataires de sauvegarde. Alors, il y a tout un tas de solutions, oui. Oui, Google Drive, par exemple, il y a donc des parties gratuites avec des volumes de données caractérisés qu'on peut modifier sous réserve de payer des choses. Mais bon, là aussi, c'est à vous d'estimer ça. Enfin, le fait de payer une prestation, voilà, c'est pas farfelu, hein, par rapport aux données ici dont on parle. Ce que vous sauvegardez, c'est vraiment vos informations, votre savoir-faire. C'est important d'en faire des copies. Ouais. Bon, même si c'est des solutions gratuites, mais l'important, oui, c'est de faire dupliquer vos données, éventuellement sous forme de 3 supports, les avoir à différents endroits, ce que nous rappelait Thierry. Effectivement, ça, c'est l'essentiel. Ben, écoute, merci. Tu De réponds. continuer, ouais, Voilà, vas-y, tu ouais, peux. c'était un petit peu. Ouais. Alors, autre chose, ensuite, bon, c'est un petit peu, ça peut ressembler, bon, c'est à la partie sauvegarde, c'est l'informatique, mais ce qui est essentiel aussi dans je dirais, dans les bonnes pratiques, c'est effectuer, donc réaliser tout ce qui est mise à jour donc de logiciels. Sur tous vos appareils, que ce soit ordi, smartphone, etc. Donc mettre à jour le système, Windows ou d'autres systèmes, mais aussi donc les mises à jour des logiciels éventuellement métiers que vous avez. Hein, où vous avez certainement la possibilité d'effectuer ces mises à jour. Un prestataire vous propose ces mises à jour. Il faut le faire. Hein, c'est donc les mises à jour comme les mises à jour système sont régulièrement proposés par les sociétés, par exemple Windows, parce qu'au cours du temps, voilà, ils détectent des soucis dans le fonctionnement de leur système, ils corrigent, patchent leur système, et il faut faire ces mises à jour. Donc, le plus simple, c'est presque aussi d'activer ce qui est mise à jour automatique, de sorte que vos systèmes tiennent compte de modifications, d'ajustements, de corrections apportées par les fournisseurs de ces outils. Donc mettre à jour effectivement donc des logiciels. Alors là encore, la petite contrainte, c'est ça, on le vit régulièrement avec des mises à jour Windows. Hein. Vous avez souvent un temps voilà, consacré à ces mises à jour au démarrage ou à la fin de fonctionnement. Bon, il faut le faire au fur et à mesure et ne pas décaler les mises à jour dans le temps. Elles peuvent être aussi planifiées, ces mises à jour, voilà, planifications qui peuvent correspondre à des périodes de moindre activité de votre entreprise, voilà, de vos systèmes informatiques. Faire des mises à jour. Pas de questions sur le chat, tu peux dérouler. Entendu. Alors, autre aspect logiciel, bon, on parlait voilà, hein, des logiciels système ou métier, bonne pratique, donc impérativement donc, disposer d'antivirus qui vous permettent donc de vous protéger de logiciels donc, malveillants. Donc, ces antivirus permettent de protéger vos systèmes informatiques. Il faut eux aussi, bien sûr, les mettre à jour régulièrement.
Ces logiciels, on vous dit alors, un autre point, donc je protège mes appareils, bien sûr. Utiliser des outils, on va dire, un peu officiels, pas de logiciels de provenance douteuse. Et puis donc ces logiciels qui vous permettent de surveiller votre environnement informatique, alors, ils le font en permanence, ou vous pouvez aussi régulièrement vous faire un scan de vos systèmes, ordinateurs, clés par exemple. Voilà, donc avoir des mises à jour, enfin déjà des antivirus, voilà, qui sont également mises à jour de manière à se prémunir des principaux virus. Ben ça, les antivirus, en général, sont embarqués sur notre système. Alors, il peut y avoir des antivirus qui sont embarqués préinstallés, tu veux dire? Oui. Et après, donc, il y a tout un tas, voilà, il y a tout un tas d'antivirus qui existent sur le marché, gratuits ou pas. Alors, ce qui est important, c'est d'en avoir d'installer mis à jour. Ouais. D'accord, ok. Je suis peut-être pas d'autres remarques, donc on peut effectivement avancer. Alors, un autre point. Lorsque vous utilisez vos environnements informatiques, bien souvent, il peut y avoir plusieurs personnes différentes qui utilisent un environnement, un logiciel, par exemple, peut être utilisé par des collaborateurs, par vous-même, un ordinateur aussi. Donc, ce qui est aussi important, donc on l'a noté ici, protéger mes accès. Donc, faire en sorte que chaque utilisateur n'ait accès qu'à ce qu'il est censé gérer, quoi, qu'un collaborateur n'accède pas au logiciel de paix s'il gère d'autres choses. Donc avoir des accès séparés, ça évite aussi que des informations puissent fuiter parce qu'elles ont été connues par des personnes qui n'avaient pas à les gérer. Donc n'avoir accès qu'à ce qui m'est autorisé. Puis c'est un petit peu la même chose, faire en sorte, dans la mesure du possible, de séparer l'usage personnel et professionnel d'un environnement informatique. Donc ça peut éviter, alors on l'a remis en vert ici, voilà, des actes malveillants, récupérer des données qui ne nous concernent pas, ou des maladresses, voilà, quelqu'un par erreur exécute des choses, voilà, si les accès avaient été contrôlés, ce risque aurait été minimisé. Donc ça peut se faire simplement en créant des sessions, des comptes pour les utilisateurs, et ensuite chacun accède à ce qui lui est autorisé. Donc voilà, alors c'est vraiment quelques bonnes pratiques, mais ça nous paraît vraiment essentiel. On a parlé de mots de passe, on a parlé d'attention dans l'utilisation de la messagerie, de sauvegarde, de mise à jour de système, d'installation d'antivirus, et puis ici de création un petit peu d'accès distinct pour les utilisateurs. Alors, j'ai une question sur le chat où on me demande si MacBook nécessite l'utilisation d'antivirus. Alors, le sens de la remarque, c'est peut-être se dire, certains environnements Windows, par exemple, peuvent être plus atteints ou sollicités par des virus, mais les antivirus, vous pouvez les installer effectivement dans n'importe quel environnement. Et donc, normalement, avec ces bonnes pratiques, est-ce qu'on peut considérer qu'on est protégé des cyberattaques? Ou au moins qu'on en minimise le risque? Alors voilà, c'est ça. C'était le sens de nos propos. Protéger, on a tous le même risque de subir des attaques. C'était nos propos tout au début avec la question d'un commerçant que tu avais remonté. Là, les bonnes pratiques que l'on vous donne permettent de minimiser la suite en cas d'attaque.
D'accord. Si j'ai fait des sauvegardes, voilà, je pourrais trouver des choses. Si j'utilise un mot de passe robuste, on ne pourra pas me le craquer facilement. Souvenez-vous du tableau que je vous ai montré. Voilà. C'est minimiser le risque. Bon, c'est pas le supprimer, hein, il ne faut pas se leurrer, le risque il est toujours là. Mais avec ces bonnes pratiques, on peut limiter les effets. D'accord. Et donc, si on passe à la suivante, en cas Alors, d'attaque. voilà le point suivant. Donc, on a parlé de bonnes pratiques ici en cas d'attaque. Alors, on vous a recopié un petit peu des copies d'écran de différentes attaques, hein. Un hameçonnage et puis euh, un message qui vous donnerait des informations sur un dysfonctionnement sur votre ordinateur. Donc, en cas d'attaque, différents points et surtout donc un lien qu'on vous a mis ici. J'en ai pas parlé encore, c'est vraiment le site cybermalveillance.gouv.fr qui vous mettra de suivre une démarche donc en cas d'attaque. Bon, ce qu'on vous recommande, c'est conserver donc tout ce qui est preuve, notamment donc des messages reçus. Si vous avez effectué des paiements, s'il y a des débits frauduleux qui ont été faits, faire opposition. Et puis on vous le rappelle ici aussi, changer donc tout ce qui est mot de passe accès au site. Alors des choses techniques, mais bon, voilà, ça c'est se déconnecter hein, d'un environnement réseau, prendre contact bien sûr avec son prestataire informatique, ce qui est recommandé en cas de rançongiciel, de ne pas payer les rançons, pas payer la rançon, conserver des preuves, voilà, porter plainte. En fonction du type d'attaque notifié, donc l'incident aussi à la CNIL, si on vous a pris des données à caractère personnel. Hein, voilà. Et puis après, donc si vous avez fait des sauvegardes, on pourra restaurer des données à partir d'un environnement reformaté. Voilà. Donc là, c'est vrai que le temps avance, mais repérez donc le site cybermalveillance.gouv.fr. Alors vous pouvez retrouver ça, je pense, dans la version, ce qui vous sera communiqué après Oui. la réunion, ouais. Notamment donc sur ces pages, la diagnostic accueil, vous avez une marche à suivre en cas d'attaque. Donc, des questions sur ça? Non, pas de Je répète question. dans un instant. Voilà, il y a deux sites. Hein, vous trouvez un tas d'informations liées à ces menaces. Le site donc cybermalveillance.gouv.fr et puis le site de l'ANSSI. On vous donnera dans un instant. Alors, ce que vous pouvez faire, et donc là, on va le voir dans la slide suivante, vous avez la possibilité, au travers d'un site qui a été créé en Bourgogne-Franche-Comté, mais il s'adresse à toutes les entreprises, hein, il n'est pas réservé que aux entreprises de Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez la possibilité de tester votre entreprise et de tester la sécurité de votre entreprise. Voilà, donc ça s'appelle protectiondesentreprises.fr. Et donc, vous avez la possibilité. Alors, Thierry, tu peux peut-être aller sur le site pour le remontrer. Alors, ouais, ça c'est toi qui me dis, parce qu'au niveau, j'ai été bavard. C'est vrai que sur le site ici, protectiondesentreprises.fr, vous avez différentes choses. Je ne sais pas si on va aller sur le site. Donc, faire effectivement un pré-diagnostic d'état de protection de votre entreprise. Un tas d'informations sous forme d'agenda, d'actualité, donc sur la veille, sur tout ce qui est risque. Repérer peut-être les coordonnées du site. Je vous les aurai de toute façon dans le document que je vous enverrai, en plus du lien pour voir notre vidéo en replay. Ouais. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, vous êtes invité à notre événement. Alors, pour ceux qui se trouveraient proches du territoire de Belfort et dans le territoire de Belfort, nous organisons un congrès Cap Cyber, SecNumeco, donc les 31 mars et 1er avril 2022. Donc ça, je te laisse en parler, Thierry, parce que c'est toi qui l'organise. Alors, donc, c'est dans quel jour, effectivement, ici? Alors, c'est sur Belfort, pour les personnes qui sont dans la région Est. Voilà, un congrès donc sur 2 jours.
sous forme de tables rondes, différents intervenants qui aborderont aussi des sujets très complémentaires donc autour de la cybersécurité, donc que ce soit dans les domaines de l'assurance. On aura des témoignages aussi d'entreprises qui ont fait face à des attaques. Différentes structures d'État aussi qui nous parleront de ce qui existe, gendarmerie, on aura le l'ANSSI, enfin différents intervenants, donc autour de ce thème de la cybersécurité. Donc, effectivement, c'est donc les 31 mars et 1er avril, donc un congrès donc, gratuit sur inscription. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site. Le site, c'est cap-cyber.com. Donc, alors, Là aussi, voilà, vous aurez le ouais, lien dans le document qu'on vous enverra. ouais. Et alors, c'est pareil, donc c'est un congrès, mais vous pouvez n'assister qu'à une ou deux interventions si vous le souhaitez. Alors, Les repas sont également pris en charge, me semble-t-il. alors, oui, c'est un buffet dînatoire les midis. Donc, sur la copie écran de la page d'accueil, si vous voulez un détail des journées, bon, dans l'onglet Cap Cyber, vous avez le programme de telle ou telle journée. Bien sûr, vous pouvez vous inscrire à une journée ou à l'autre, il n'y a pas de souci. Et puis, l'accès, enfin, on va dire l'accès est gratuit. Par contre, ce qu'on demande, c'est de vous inscrire avec dans le menu l'onglet vos places. Alors, je comprends, j'ai pas vu la provenance géographique de toutes les personnes de notre auditoire. On comprend que ça puisse peut-être plus interpeller ou solliciter les personnes de Bourgogne-Franche-Comté ou de l'Est. Alors, pour aller plus loin aussi, peut-être un mot au niveau des CCI Bourgogne-Franche-Comté, donc avec deux collègues qui sont peut-être présents là ce matin. Nous avons mis en place un diagnostic cybersécurité, donc qui permet à l'entreprise d'analyser l'état de la sécurité dans son entreprise. Et puis, avec ce diagnostic, faire ensuite des préconisations sur des mesures à mettre en place pour améliorer cette sécurité en entreprise. Donc, ce diagnostic, pour nous, c'est quelque chose qui se fait sur 3 jours. Une demi-journée en entreprise sous forme de questionnement, à partir d'un questionnaire basé d'ailleurs sur la norme dont je vous parlais en début d'intervention. Et puis, suite à ce questionnaire, un rapport avec des préconisations que l'on propose ensuite aux entreprises. Et puis, un suivi, bien sûr, qui peut être fait pour ces entreprises. Donc là, vous pouvez vous contacter les CCI de Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes intéressé par un tel diagnostic d'entreprise. Et puis, ma collègue m'avait demandé de ne pas être trop bavard. Alors, encore dans quelques deux liens, donc pour aller plus loin, vous pouvez vous abonner à une newsletter cybersécurité qui est réalisée au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, je vous donne, on aurait pu les mettre tout au début de cette présentation, deux liens vers 2 sites d'État, donc qui contiennent tout un tas d'informations actuelles et complètes sur le thème de la cybersécurité. Le site de l'ANSSI, et le site, j'en ai parlé, donc de cybermalveillance.gouv.fr. Alors, si vous souhaitez être inscrit à la newsletter cybersécurité, indiquez-moi dans le chat votre adresse mail et nous pourrons vous ajouter à notre liste de diffusion. Donc, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous recevrez comme ça. Je crois qu'elle est mensuelle, la newsletter. Bimensuel, tous les 15 jours. Bimensuel, d'accord. Donc, ça permet de rester informé et recevoir des conseils et des informations sur la cybersécurité. Je reviens sur ton accompagnement cybersécurité. C'est vraiment l'occasion pour l'entreprise de faire un diagnostic 360 sur ses méthodes et sur comment elle est sécurisée. C'est ça, c'est un diagnostic sur la sécurité de l'information en entreprise. Ouais. Donc aussi bien, voilà, c'est pas que les outils. Non. Oui, c'est vraiment très complet. Donc là également, si vous êtes en Bourgogne-Franche-Comté et que vous souhaitez bénéficier de cet accompagnement, faites-le nous savoir dans le chat ou vous nous envoyez un mail. Vous envoyez un mail à votre CCI de Bourgogne-Franche-Comté.
et nous reviendrons vers vous pour organiser tout ça. Oui. Et peut-être avant de te laisser la parole pour terminer, c'est vrai que on a parlé d'environnement informatique sous différentes formes. Je suis resté peut-être sur le matériel informatique ordinateur. Tout ce qu'on a dit, mise à jour, ça c'est vrai aussi pour l'utilisation de tout ce qui est smartphone, voilà, tablette, etc. Je ne suis peut-être pas assez précisé. Bon, là, nos propos, c'est vraiment lié à votre sensibilisation quant à la réalité de ce risque. Et puis, avec donc quelques bonnes pratiques, voilà, qu'on vous recommande bien sûr d'appliquer, un moyen de limiter les effets de ce risque. C'était nos propos ce matin. Très bien, en tout cas, voilà. Donc, ce café du commerce est terminé maintenant. Rendez-vous le mois prochain. Nous vous ferons savoir très prochainement quelle sera la thématique que nous aborderons. Je vous invite à nous suivre également sur le site laboutique.fr, sur lequel vous retrouvez pour les commerçants des conseils, des fiches pratiques, des équipements sur lesquels vous pouvez compter pour vous utiliser le digital, le numérique pour faire avancer votre business et générer du flux dans votre magasin. À bientôt. Merci à tous d'avoir assisté à ce Café du Commerce. Je vous retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Au revoir. Merci de votre attention. Au revoir. Je vais arrêter l'enregistrement.